Good afternoon, everyone. My name is Ali Safavi, and I'm a member of the Foreign Affairs Committee of the National Council of Resistance of Iran, a coalition of Iranian opposition personalities and organizations committed to the establishment of a democratically elected non-nuclear republic based on the separation of religion and state. Thank you all very much for joining us today for this important press conference. We are today revealing a treasure trove of information about the Iranian regime's prisons organization, which has been obtained through the network of the People's Mujahideen Organization of Iran, from within Iran itself, and it sheds some light on the disastrous state of prisons in Iran, and of course reveals information about officials involved in the arrest, torture, interrogation, and execution of tens of thousands of prisoners, including, of course, many political prisoners. I am privileged to have with me today Mr. Behzad Naziri, who is the NCRI's representative in international organizations and a former political prisoner who will do the briefing today about the information that we have. Before I hand him the microphone, let me also say that today's conference is being live streamed on all NCRI websites, the English website, the French website, and the Arabic website. Without further ado, I now ask my colleague Behzad to join us for the presentation. Behzad. Merci Ali. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre présence à cette conférence de presse. C'est une conférence de presse qui se déroule dans une actualité brûlante concernant l'Iran, bien sûr, une actualité qui touche aussi les médias français. Mais regardons d'abord dans quel climat se déroule cette conférence de presse aujourd'hui, indépendamment de, disons, les aspects qui concernent aussi la France. Hier soir, vous ne l'êtes pas sans savoir que pour la troisième nuit consécutive, différentes villes du pays, de notre pays, l'Iran, ont été témoins de soulèvements populaires massifs pour protester contre le coût élevé et le pillage du gouvernement. Rien que le prix du pain a été multiplié par 10 en l'espace de 2 semaines. Ce sont des détails que vous avez certainement suivis dans la presse. Alors, jeudi soir, le soulèvement s'est étendu à des régions de Téhéran, la capitale, et aux provinces du centre et de sud-ouest, les grandes provinces de l'Iran, comme le Khouzestan, comme Isfahan. Des centaines de personnes et de jeunes ont été arrêtés lors de ces manifestations. Et le bureau du procureur du régime à Desfoul, qui est une grande ville de province de Khouzestan, a déclaré, rien que dans cette ville, 15 arrestations de jeunes hier soir. D'autre part, et parallèlement donc à cette situation insurrectionnelle dans notre pays, il y a eu hier matin les enseignants qui ont manifesté. Bien sûr, ça fait maintenant plusieurs années, mais ces manifestations deviennent de plus en plus multiples, de plus en plus accélérées sur le plan national. Les forces répressives, dans une mobilisation sans précédent, ont tenté d'arrêter ces manifestations. Cependant, des manifestations ont eu lieu quand même dans 20 provinces hier en Iran. Un grand nombre d'enseignants ont été arrêtés pour empêcher ces récentes manifestations. Donc vous voyez que dans ces informations, je vous transmets des informations sur des arrestations. Alors, l'objet de cette conférence, c'est justement de passer à cette étape après arrestation. Qu'est-ce qu'il arrive à ces personnes qui sont arrêtées et qui sont en quelque sorte cachées des yeux et du regard de l'opinion publique, de l'opinion internationale? Ces jours-ci, les prisons iraniennes sont les plus peuplées. Vous en avez quelques représentations ici sur ces images. Mais pour vous rapporter d'abord des références
Permettez-moi de citer seulement, mais par quelques phrases, parce que j'ai ici avec moi la dernière résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pour vous dire que ce qu'on va vous développer aujourd'hui ici, ça concerne bien sûr une préoccupation internationale. Ça, c'est la résolution adoptée en décembre 2021, donc il n'y a que quelques mois par l'Assemblée générale de l'ONU. Je me rapporte seulement à quelques phrases, bien sûr vous aurez accès au texte. Dans la 68e résolution condamnant les atteintes aux droits de l'homme dans le régime des Mollahs en décembre 2021, je cite « Le recours généralisé et systématique aux arrestations et détentions arbitraires, la privation délibérée des prisonniers de l'accès à des soins et équipements médicaux adéquats, actes particulièrement horribles, persécutions, intimidations, y compris enlèvement, arrestation, exécution de dissidents politiques. » Tout ça, c'est entre guillemets. Encore entre guillemets, arrestation et détention arbitraires et torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants, infligés à des manifestants. Donc, on revient à ces cas de manifestants arrêtés. Et recours à la torture pour obtenir des aveux et des cas de mort suspects en prison. Voilà quelques petites citations de cette résolution de 8 pages que je viens de vous citer pour vous dire qu'en quoi la communauté internationale est préoccupée par cette situation. Après donc ce que je viens de vous citer, M. Massoud Rajavi, le président du Conseil national de la résistance iranienne, le CNRI, la coalition démocratique contre la dictature religieuse au pouvoir en Iran, a chargé la commission de sécurité et de la lutte contre le terrorisme du CNRI de compiler des informations, des documents sur le système judiciaire du régime, en particulier les faits sur ce qui se passe ou qui s'est passé dans les prisons du régime, afin qu'il puisse être porté à l'attention du public et de l'ONU et d'autres organisations de défense des droits de l'homme, afin d'informer le monde sur la situation à l'intérieur de l'Iran. Voilà où nous entrons dans l'objet de cette conférence, c'est-à-dire quel est cet organigramme, quelle est cette hiérarchie qui s'occupe de l'ensemble de ces faits de violation graves et massives des droits de l'homme que je viens de vous citer, dans des prisons dont j'en ai au moins moi-même connu 2 grandes prisons en Iran, la prison d'Evin, la sinistre prison d'Evin, et la prison de Reza el-Hezar, où j'ai passé 3 ans moi-même comme ancien prisonnier politique. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec vous 4 parties de cette recherche que le réseau des Moudjahidines du peuple à l'intérieur de l'Iran nous a rapportée. La première partie que je demande à ce qu'il soit diffusé, la partie 1, ça sera les noms de plus de 33 000 prisonniers du régime, y compris des chefs, des interrogateurs, des agents de renseignement et des bourreaux. Les noms de ces agents et des gardes, des mercenaires sont répertoriés dans ces zones et vous pouvez en voir des parties sur cet écran. Bien sûr, donc c'est en persan, on les a reçus très récemment, il n'y avait pas vraiment le temps de passer à une traduction, mais c'est pour vous présenter la configuration. Donc vous voyez que c'est chiffré, c'est par province, et dans la deuxième colonne, vous avez pour certains la fonction de la personne qui fait partie du système pénitentiaire. Ça peut être un fonctionnaire, ça peut être le directeur d'une prison. Et ensuite, il y a des précisions sur la fonction de la personne dans la troisième colonne que vous pouvez voir ici. C'est donc une liste de plus de 33 000 Pendant qu'il y a ce déroulement, je vais peut-être vous donner un cas concret pour voir, parce que là, vous ne voyez que des noms ici. Ces noms sont des personnes, mais ils sont chargés de quoi? Parce que chacun dans la société a une fonction.
Permettez-moi, pendant que vous verrez ce déroulement, parce que c'est un long déroulement que vous allez voir, prendre un exemple dans ce dernier rapport du rapporteur spécial de l'ONU, M. Javid Rahman. C'est un rapport qui est présenté en mars 2022, donc bien récemment, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Je prends un cas particulier pour voir qu'est-ce qui se passe avec les prisonniers. Prenons le cas de Navid Afkari. Vous voyez ici le visage de Navid Afkari, la personne qui est en tenue de sport, qui était un homme, disons, un champion de lutte en Iran, bien connu, populaire. Il a été exécuté parce qu'il avait participé dans les soulèvements de novembre 2019. Voilà. Ça c'est connu, donc c'est un cas qui a été internationalement connu. Il y a eu mobilisation des Nations Unies, de Amnesty International. Mais regardons un peu de plus près, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous avez ici le déroulement, je vous l'explique, le cas de Navid Afkari en même temps. Regardez ce que dit le rapporteur dans le cas de Navid Afkari. D'abord, il y a ses deux frères. Il dit que les autorités continuent, ça c'est le rapporteur de l'ONU qui dit, les autorités continuent d'avoir recours à la mise à l'isolement pour les périodes prolongées. Le rapporteur spécial demeure vivement préoccupé par la situation de Vahid et Habib Afkari, ce sont ses deux frères, qui sont actuellement en prison, que les autorités pénitentiaires maintenant à l'isolement depuis septembre 2020, vraisemblablement pour les empêcher de communiquer les informations sur la situation de leur frère Navid Afkari, exécuté en septembre 2020. Donc voilà, par exemple, en quoi sont chargées ces personnes dont vous voyez les noms. Et ensuite, le rapporteur, sur le même cas, ça c'est un cas individuel que je vous cite parmi 33 000 noms. Le rapporteur spécial est préoccupé par le nombre de décès qui ont eu lieu en détention, donc des morts en détention, dans des circonstances obscures et qui ne font l'objet d'aucune enquête. Les décès survenus dans la prison de Grand Téhéran, c'est une grande prison en sud de la capitale, en l'espace d'une semaine, en sont l'exemple symptomatique. Shahin Nasseri, donc c'est une personne morte en prison. Shahin Nasseri a été retrouvé mort en prison en septembre 2021, un an après la mort de Navid Afkari. Les autorités judiciaires l'avaient auparavant menacé de poursuites pénales s'il témoignait. Aux alentours de 12 septembre 2021, date anniversaire de l'exécution de Navid Afkari, M. Nasseri avait été placé à l'isolement. En octobre, le pouvoir judiciaire a déclaré que la cause de sa mort était un empoisonnement médical. Je passe des détails pour voir que rien que dans le cas de Navid Afkari, qui en plus c'était un cas d'un prisonnier politique connu, exécuté, comment ces deux frères et une personne qui a voulu témoigner qu'il a vu Navid torturé en prison a été mise à mort en prison. Donc ça c'est un cas parmi d'autres, je ne vais pas vous citer, c'est un long rapport que vous pouvez encore trouver sur le site du Conseil des droits de l'homme. Vous voyez donc toujours le déroulement. Alors, imaginez que dans chacun de ces noms, peu importe Paul, Pierre ou Jean, je veux dire c'est des noms iraniens, bien sûr, ce n'est pas des noms français, mais je veux dire, l'important c'est que devant chacun des noms qui déroulent devant vos yeux, il y a un cas pareil à ce que je viens de vous citer, seulement comme un cas d'exemple, dans le cas de Navid Afkari. Et il y en a d'autres, bien sûr, le rapporteur en cite plusieurs. Ça, c'est un rapport de près d'une trentaine de pages. Vous voyez, il y a des directeurs de prison, il y a des adjoints, des procureurs, des personnes chargées. Ça va tous les échelons du système pénitentiaire, y compris ceux qui s'occupent de ce qu'on appelle parfois le clinique, parce que là je mets entre guillemets, parce que moi-même j'ai subi aussi ce genre de clinique en prison, où c'est une sorte complémentaire de la torture. Ce n'est jamais vraiment apporter des soins, c'est voir comment on peut être complémentaire au travail du tortionnaire, voilà, qui est chargé d'extorquer des aveux. On laisse dérouler pour que vous voyez, donc on est à 18 000, 19 000, et cette longue liste, bien sûr, qui figure aussi dans ces classeurs. Donc si vous voulez les consulter à la fin de la conférence, vous pouvez venir consulter de près l'ensemble de ces classeurs où figurent donc ces listes exactement, plus de 33 000
personnes chargées à différents échelons de cette répression à l'intérieur des prisons. Alors, une deuxième partie de cette conférence concerne maintenant des photos, c'est-à-dire des photographies de 22 765, donc parmi ces plus de 33 000 qui figurent sur ma gauche, vous trouvez sur l'écran de droite des photos de exactement 22 765, qui sont des centaines de photographies qui ont été délivrées, certaines photographies, parmi ce que vous voyez, au lieu de photos, vous voyez des signatures. Vous voyez, il y a parfois des carreaux où il manque une photo. Alors, c'est là où, délibérément, on a caché, c'est-à-dire le système pénitentiaire a caché une photo pour mettre la signature de la propriétaire de la photographie au lieu de sa photo. Donc là encore, vous retrouvez ces photos de plus près dans ces classeurs qui sont ouverts devant vous et que vous pouvez bien sûr consulter à la fin de cette conférence de presse. Alors, il y a une troisième partie qui ne figure pas sur l'écran, mais que je vous dis très rapidement. Cette troisième partie, ça concerne l'emplacement des différentes, c'est-à-dire ça concerne en quelque sorte l'état-major de l'organisation des prisons iraniennes. Là, vous aviez toute la hiérarchie. Ici, ça concerne l'état-major qui se trouve dans un bâtiment de 4 étages près de la prison d'Evin, qui est donc au nord-ouest de Téhéran. C'est sur ce communiqué aussi qu'on peut vous envoyer. C'est le bâtiment central de l'organisation des prisons. C'est tout près de la prison d'Evin. Et à côté de ça, nous avons une longue liste de exactement 1169 personnes que vous pouvez aussi consulter à la fin de cette conférence, où vous avez en plus des noms et des fonctions, vous avez le téléphone intérieur. Donc vous avez téléphone intérieur et le téléphone direct de la personne qui figure sur cette liste. Autrement dit, c'est une liste détaillée, cette fois-ci, qui concerne la tête de cette organisation des prisons. Donc ça, c'était la troisième partie. Je vous prie maintenant, dans cette partie de notre conférence, je voulais laisser la place à mon collègue Ali Safavi, qui va vous expliquer la quatrième partie de cette conférence, qui concerne particulièrement les photos que vous avez sur votre gauche. Et Ali va vous donner des détails. Je vous en prie, Ali. Thank you very much, Behzad, for that excellent presentation. The fourth section of what we'd like to share with you has to deal with the catastrophic and horrific situation of prisons in Iran. As you know, there are hundreds of prisons across the country. Most of them have been built some 50 years ago, and they are totally unsuitable for holding so many number of prisoners. In addition to that, of course, the Iranian regime is pursuing a policy of overcrowding the prisoners, where the number of actual prisoners is several times the number of the capacity of each prison. What we have come across, we have obtained some 100 pictures of various prison cells in 23 out of the 31 provinces in Iran, and I will try to share some of them with you to give you a visual sense of how horrific and disastrous the predicament of prisoners in Iran is. If I may ask for the first slide, please. This one, as you see, is in the province of Isfahan. You can see how prisoners have to sleep in corridors, and they are all cramped in major halls, which is by far much greater than the capacity of that cell. Next slide, please. This is in the province of Ardabil. As you see, again, the number of prisoners far exceeds the space that is available to them. Next slide.
This is the province of Alborz in central Iran. You see people are sleeping in a corridor while some are waiting to have their issues resolved. Clearly, there's no way that these prisoners could get any sound sleep. Next slide, please. This is in Ilam province, which is in western Iran. Again, the situation is the same. Next one, please. This is in East Azerbaijan province in the northeast. As you see, people are cramped in small rooms, and the beds are three-level beds. And again, one wonders what their situation is like when it comes for them time to sleep. Next slide, please. This is in western Azerbaijan. Again, you see people are sleeping next to one another with very, very little room to move around. Next slide. This is in West Azerbaijan. And again, you see some people have been forced to sleep in staircases and in corridors because there's simply no room for them to sleep in the cells. Next one, please. This is in Tehran province. Again, the situation remains the same. You can see how overcrowded the bunk beds are with several people on one bed. Next one, please. This is, again, Tehran. Look at the corridor there, how crowded it is. And next one, please. This is in Charmahal Bakhtiari province in western Iran. These are subhuman conditions that the regime basically applies to prisoners who are being detained on various charges, most of them bogus, of course. Next one, please. This is in Khorasan Razavi in northeast Iran. As you can see, people sleeping next to one another on the floor of the cells because there's not enough room for the beds. Next one, please. This is Khorasan North province, also in the northeast of Iran. Again, situation is exactly same as before. Next one, please. This is in Khuzestan province, in southwest of the country. And look at the conditions of the prison. Look at the walls, how dilapidated they are, and how the prisoners are sleeping next to each other like sardines. Next one, please. This is in Zanjan province in western Iran. Again, situation exactly the same as the other one, other prisoners. Next one, please. This is in the province of Fars in southern Iran. You can see people really don't have any space to sleep properly. Next one, please. This is in the province of Kurdistan in western Iran. The picture is worth 1,000 words. Next one, please. This is in the province of Kerman in south of Iran. Again, you can see how disastrous the situation of these poor inmates is. Next one, please. This is in Kohkiluye and Boyer Ahmad province, again in western Iran. You can see people don't even have space to sleep. Some of them are squatting because there's not enough room. Next one, please. This is in Gilan province, north of Iran. Again, situation same as the other prisons. Next one, please. This is the province of Lorestan in western Iran. Look at how, again, the prisoners are sleeping side by side just like sardines. Next one, please. This is the central province in central Iran. Again, look at the predicament of these poor and prisoners and what they are subjected to. Next one, please. This is the province of Hamadan in western Iran. This is precisely why the Iranian resistance's president-elect, Mrs. Rajavi, has repeatedly called on the United Nations to go to Iran, visit the prisons, see the situation of the prisoners, and of course, with a particular focus on the plight of political prisoners. Next, please. This is in the province of Yazd, in sort of south-central Iran. You can imagine how many people are in this one big, as they say, a general public cell. They are standing up there because there's not enough room for them to sit down. This basically gives you a glimpse of what is happening. Next set of slides I'd like to share with you have to do with, you saw here the overcrowding of the prison cells. We have come across some documentation, if I may ask for the next slide.
which basically, it's in Farsi, of course. Since we just got it, there hasn't been enough time for us to translate. But if you see at the columns, the very right-hand side column gives the name of the province, the quote for the prison, the name of the prison, the date that it was founded. It says the square footage of the prison. Then on the column that you see is with a red bracket and a sign, it's the stated capacity of each prison. For example, the very first one, East Azerbaijan, the stated capacity of that prison is 1,500 prisoners. The column next to it is the number of beds. The column next to it, which is the number of beds that prison has, which is 2,660. But when you look at the number of prisoners, it's 3,788 prisoners actually are being held in that prison, which has a capacity of 1,500. This means that there's at least 3.5 times the capacity of that prison. Look at the next prison, East Azerbaijan. Again, the stated capacity for prisoners is 80. The actual number of prisoners is 402. And we can go down the list. Is basically the same type of ratio that we are watching. Can I have the next slide, please? This is, for example, in Mazandaran province in the north of Iran. The stated capacity for a prison in Tonekabon is 40. The number of beds that they have assigned to that prison is 126. One wonders how they can fit 126 beds in a situation where you only have a capacity of 40 people staying there. And of course, the actual number of prisoners there is 509. If you look at the one below it, the Hormozgan province in the south by the Persian Gulf, the stated number of the capacity is 1,500, the number of beds 1,700, but the actual number of prisoners in that particular prison is 2,595. And the same is for the province of Yazd. We saw the picture. The stated the number of beds is 1,710, but the actual number of prisoners is 2,425. These slides, which are of many more of them, gives you a glimpse of what is actually happening in prisons of Iran and why we believe it is imperative for the international community and particularly the United Nations to get involved, send its representatives, and inspect the situation. I now give the floor to Behzad. Thank you. Merci Ali Safavi. Ces photos me font remonter des souvenirs des années 80 où nous dormions un peu pareil. Donc je veux vous dire que c'est une situation inhumaine qui dure depuis maintenant 40 ans sous cette dictature religieuse qui est à bout de souffle en ces jours d'insurrection et situation explosive qui prévaut dans notre pays, en Iran. C'est pour ça d'ailleurs que l'organisation des prisons est l'un des organes les plus horribles, les plus criminels du fascisme religieux au pouvoir en Iran, dans la répression, la torture, l'exécution, parce que c'est l'échine dorsale, c'est le système, c'est la colonne vertébrale du système de répression du régime des mollahs. Alors récapitulons juste avant de répondre, si vous avez des questions. Ces derniers mois, des pressions de toutes sortes ont été exercées sur les prisonniers en général, sur les prisonniers politiques en particulier. Je dis bien ces derniers mois, parce que nous sommes dans une situation accélérée sur le plan social, sur le plan politique en Iran. Pour vous citer que quelques exemples, pendant la présidence du pouvoir judiciaire d'Ebrahim Raïssi, l'actuel chef de l'exécutif iranien, au moins 25 prisonniers, dont 3 prisonniers politiques, sont morts en détention. Donc ça, c'est pour la période Raïssi. Des décès sont survenus à la suite de passages à tabac, de torture pendant la détention, ou de privation de soins médicaux, ou d'autres négligences de mauvais traitements,
manifeste de la part des autorités. Et pendant la période de l'actuel président du judiciaire, donc celui qui a remplacé Raïssi, qui devient chef de l'exécutif, qui s'appelle Mohseni Ejei, qui est un autre tortionnaire, le meurtre de prisonniers politiques s'est poursuivi. Dans de nombreux cas, les autorités judiciaires ont affirmé que des prisonniers s'étaient suicidés ou avaient tenté de présenter leur mort comme une mort naturelle. Disons que les actuels dirigeants des pouvoirs iraniens sont tous des anciens tortionnaires ou des anciens interrogateurs des prisons, aussi bien le chef de l'exécutif que de législative ou de judiciaire. Pour d'autres cas, la nourriture, le pain des prisonniers ont été réduits de moins de moitié. De nombreux détenus meurent de faim. Ils ne fournissent pas de médicaments, de soins aux prisonniers. Ils ne soignent pas des prisonniers malades. Dans de nombreuses prisons, il n'y a pas de séparation de catégories et les prisonniers politiques sont détenus aux côtés de criminels dangereux par qui ils sont torturés et harcelés. Donc là, quand je vous cite ça, c'est-à-dire on est en train de dire que font les gens dont les noms circulent devant vous. La santé dans les prisons décline de manière catastrophique et toutes sortes de maladies cutanées et infectieuses sévissent dans les prisons. La concentration des détenus dans les quartiers a tellement augmenté que dans certaines prisons, les détenus y sont placés plusieurs fois de la capacité des quartiers, ce que vous venez de voir dans ces photos. Dans toutes les prisons, les femmes détenues sont soumises à des pressions et les sans-abri et les femmes pauvres sont abusées sexuellement par les agents pénitentiaires corrompus. Forcer les prisonniers à travailler, ça c'est un autre aspect important à citer. C'est une autre méthode routinière et des dizaines de milliers de prisonniers sont employés dans des emplois dont les revenus vont entièrement dans les poches des dirigeants judiciaires des mollahs, c'est-à-dire les personnes que vous voyez. Ils font des corvées à des prisonniers et ils gagnent l'argent et ils se partagent donc selon leur hiérarchie. Et le prisonnier en reçoit un repas en retour et rien de plus. Je vous ai cité le rapport de Javid Rahman tout à l'heure, du rapport spécial. Je ne vais pas vraiment citer dans le détail, mais je voulais juste vous dire, si vous voulez noter, que Amnesty International, pas plus loin que 13 avril 2022, donc on est... mais le mois dernier a sorti un autre rapport dans lequel il dit que les autorités pénitentiaires iraniennes commettent une violation choquante du droit à la vie en empêchant délibérément les prisonniers malades d'accéder à des soins médicaux vitaux et en refusant d'enquêter sur les décès résultant d'activités illégales et de rendre justice et de rendre des comptes. Et dans ce rapport qui est intitulé « Salle d'attente de la mort », donc ce que vous avez vu, c'est salle, Amnesty les qualifie de « salle d'attente de la mort », décès dus à des privations de soins, documents qui documentent comment les autorités pénitentiaires ont été impliquées dans la mort de prisonniers politiques ou de prisonniers de droit commun. Dans ce rapport, bien sûr, il y a des détails. Il y a par exemple qu'en 2010, il y a 92 hommes, 4 femmes dans 18 provinces et 30 prisons à travers l'Iran. Donc c'est des documents compilés, je passe les détails, mais je vous ai donné la date et la citation de rapport d'Amnesty. Alors, donc là, on fait le lien entre ce que vous venez de voir en images, en fait, et les listes qui en soi ne sont pas parlants, mais quand on les met à côté de faits de violations graves et massives des droits de l'homme, par qui et sous quelle responsabilité de tels actes barbares sont-ils documentés dans les rapports que vous venez d'entendre? C'est exactement le point sur lequel notre conférence d'aujourd'hui a voulu attirer votre attention, et la hiérarchie des responsabilités dans ces crimes. Je termine par une position, la réaction que je viens de recevoir de la présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, Madame Mariam Rajavi, qui, en recevant ces informations, qui sont toutes fraîches, vous voyez que nous n'avons pas eu vraiment le temps de tout traduire à l'attention donc de médias français. Donc je cite, Madame Rajavi a déclaré « Cela n'est qu'une fenêtre sur les crimes du régime iranien qui s'étale à 120 000 exécutions politiques et des milliers de tués lors des manifestations, comme en novembre 2019. Les 120 000, c'est bien sûr étalé sur les 40 années du pouvoir de la dictature religieuse. Madame Rajavi a renouvelé son appel pour la constitution d'une commission d'enquête de l'ONU pour visiter les prisons iraniennes et de rencontrer avec les prisonniers. C'est très important d'ouvrir ces portes
et rencontrer ces prisonniers pour les entendre. Voilà notre demande précise. Elle a insisté que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se saisir du dossier des crimes du fascisme religieux au pouvoir en Iran, qui est une honte pour l'humanité. Surtout Khamenei, Raïssi, Égei, que je viens de dire, le chef de l'appareil judiciaire, les commandants des pastarans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des prisons, disons, de l'appareil judiciaire, mais il y a aussi des prisons qui sont des prisons de renseignement de pastarans, qui ne sont pas dans cette configuration que nous venons de vous montrer. Donc, Mme Rajavi demande que toutes ces personnes que je viens de nommer, qui sont les ténors de ce régime, soient traduits devant la justice pour les faits que vous venez de constater. Le silence et l'inaction devant de telles violations massives, on parle de la communauté des nations, particulièrement de l'Europe, des États occidentaux, le silence et l'inaction devant de telles violations massives sont en contradiction flagrante avec les valeurs de l'ONU et de l'Union européenne, pour la défense desquelles des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Voilà donc une citation de Mme Rajavi. Je termine par là. Je vous rappelle que je laisse aussi à disposition ces 1169 noms que vous n'avez pas vus circuler devant vous, mais qui sont donc la partie de QG ou de quartier général qui gère, si on peut dire comme ça, l'ensemble de cette répression des prisons. Je laisse la parole à elle. Thank you very much. First of all, I now open the floor for questions. We give the priority to those who are here. If you have any questions, please feel free to ask and we'll try to respond as best as we can. We have also received a number of questions from media who are watching this conference live. We will get to them after we respond to questions from journalists here. Is there anyone who has a question? Okay. We have a question from the Kuwaiti newspaper As-Siyasah, which says that after the appointment of Raisi as the Iranian regime's president, has there been any improvement in the conditions of prisons in Iran? Maybe, Behzad, you want to address that? Or no? I must say that, in fact, after Raisi became president, the situation has gotten even worse. Indeed, a couple of days ago, a senior Iranian prison official said that we are going to add to the number of leg braces for the prisoners. And in fact, what Raisi has said, he has told the judiciary, particularly the judiciary chief Ghulam Hossein Mohseni Égei, that they should expedite the case of prisoners who are on death row. That is why we see now that the number of executions in Iran since Raisi took over has risen to by 100% relative to the same period last year, prompting, as Behzad mentioned, the United Nations Special Representative or Rapporteur for the situation of human rights in Iran to express grave concern about the rising number of executions in Iran. The second question that the same media has asked us is, does the Iranian regime allow human rights organizations to visit Iranian prisons? Well, the only time that a representative of the international community, the United Nations, did have a chance to go to Iran was in 1989, when at that time the special representative for the situation of human rights in Iran, Mr. Ronaldo Galindopol, an El Salvadorian diplomat, went to Iran. Of course, during his trip, everything was stage managed, and his report after he came back did not reflect the actual situation of human rights. But ever since then, the Iranian regime has repeatedly rejected requests by the UN General Assembly, by the Third Committee, and of course by successive rapporteurs on the situation of human rights to be given access to go and see the situation in person. The
Arab-speaking newspaper Al-Riyaz also has a question for us. It says that a number of foreigners are being held in Iran as spies. Are they really spies for foreign governments? Maybe you want to address this? Well, I must say that the Iranian regime is completely lying about this. The Iranian regime has made a habit of arresting foreign national or dual citizens in Iran as a bargaining chip and in order to blackmail the international community. In fact, if you remember, this whole business or industry, if I may call it, began in 1979 when 52 US diplomats were taken hostage and held for 444 days. And of course, after that, in view of the concessions that the regime received from its Western interlocutors, from time to time, the regime has captured either itself, imprisoned either itself in Iran or through its proxies in the region. For example, the terrorist Hezbollah in Lebanon, foreign nationals, in order to extract political concessions from Western governments or economic concessions. You remember very well that during the negotiations over the Iran nuclear deal in 2015, the Iranian regime received 1.7 billion euros in cash in return for releasing 4 Americans, including 1 dual national or 2 dual nationals who were being held in Iran for a number of years. And of course, now you know they have arrested another Iranian dual national, Mr. Ahmad Reza Jalali, a Belgian-Iranian citizen, and of course they are pressuring both the government of Sweden and also the government of Belgium, because as you know, in Belgium, of course, a senior Iranian diplomat, or I must say a diplomat terrorist, Asadullah Assadi, is serving time in prison for 20 years for his role in the plot to blow up the NCRI's gathering in Villepinte, just north of Paris, in 2018, along with 3 other terrorists, where the appeals court of Antwerp just 3 days ago on Tuesday upheld not only their prison sentences, but actually increased by 3 years the sentence for one of the culprits, and basically removed or revoked their Belgian citizenship and fined each of them 60,000 euros. And of course, yesterday we heard there were 2 French nationals who were arrested in Iran under the charge of trying to foment unrest in Iran. So there's absolutely no truth that the foreigners that are incarcerated in Iran are foreign spies. This is a ploy by the regime to, as I said, extract confessions from its Western partners. And I think, if anything, it should serve as a very, very good stark lesson to Western governments that instead of appeasing and offering concessions to this regime, they must exert firmness and hold Iranian regime accountable for its breach of its commitments based upon international law. There is another question that has been asked, which says that the Iranian regime is saying that we don't have any political prisoners. Obviously, what do you expect from the mullahs of Iran, who are basically the epitome of demagoguery and deceit? And recall that for many, many years they said we don't want to build a bomb. After, of course, the Iranian resistance exposed their nuclear weapons program, clandestine nuclear weapons program 20 years ago. But a couple of weeks ago, the former deputy parliament speaker of the regime said that when we began our nuclear program, we were after the bomb, and it was the Mujahideen that revealed our confidential program, and of course, we haven't been able to make it yet. And so everything that this regime says has to be taken with a grain of salt.
The 120,000 dissidents that have been executed in Iran in the past 42 years, they have all been political prisoners. A court in Sweden just finished a trial of an Iranian judiciary official who was involved in the massacre of 30,000 political prisoners. Of course, this was a conspiracy by the regime for its own political ends, which, of course, thanks to the efforts of the Iranian resistance and the testimony of some of the survivors of that massacre, the regime failed. Nevertheless, the 30,000 who were executed in Iran in a matter of a few weeks in 1988 were all political dissidents. And there are hundreds of them right now in Iranian prisons. And of course, the regime is refusing to treat them humanely or even say what their actual charge is. Yes, please. Yes. Je représente l'Association des femmes iraniennes en France. Oui. J'aimerais savoir si vous avez des photos des prisons des femmes en Iran, de Bachak et de Lévin, éventuellement, parmi les photos que vous avez reçues. Et deuxième chose, c'est que les photos que vous avez eues, c'était pendant la pandémie de Covid. Donc tous ces prisonniers étaient entassés comme ça pendant la pandémie. C'est récent, ces photos? Oui, ces photos sont bien sûr des photos récentes. Comme Ali vous a expliqué, en Iran, il y a 31 provinces et nous avons eu ces photos sur 23 provinces. Bien sûr, pour des raisons que vous comprenez, dans un régime comme le régime des Mollahs, où règne une misogynie qui est la particularité de ce régime, c'est plus difficile d'avoir des photos. J'en ai vu sur les réseaux sociaux des photos de cellules de femmes qui sont dans des circonstances pareilles, bien sûr, qui ne correspondent à aucune norme humaine, j'aurais même dit à aucune norme de la vie animale, parce que là, Ali parlait de sardines, mais je veux dire là, c'est à envier. Mais en ce qui concerne le Covid, oui, ça fait partie d'une des raisons de mortalité dans les prisons, c'est-à-dire le régime n'a pas du tout... C'était une sorte de... Comment dirais-je, une sorte de stratégie, une sorte de ligne politique. Le régime considère qu'il y a trop de concentration, et puis avec ces répressions, il y a trop d'arrestations. Donc, ce Covid aussi, comme dans la société, a été un moyen de se débarrasser d'une partie de cet encombrement, si je voulais parler dans le vocabulaire du régime des Mollahs. Et puis il y a un point aussi, je me permets de rebondir sur votre question, parce que c'est une femme qui a été arrêtée en Iran, une femme française avec son époux, et qui est dans ces prisons. On ne sait pas dans quelles conditions, mais là aussi je voulais, au nom du CNRI, condamner vigoureusement cette détention arbitraire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est une prise d'otage et qui est une méthode connue de ce régime pour essayer de faire du chantage sur les pouvoirs politiques de pays démocratiques. We have a couple of more questions, this time from Ayyom newspaper. The question is, can we say that with the revelations of these documents at this press conference today, that any policy of appeasement vis-à-vis the regime is now totally unjustifiable? Naturally, to be honest, we didn't need these documents to say that any policy of appeasement toward the regime in Iran is unjustified. Nevertheless, for anyone who had any doubts or had any misgivings about the nature of this regime, I think today's revelation shed light on an aspect of the regime's conduct that unfortunately Western countries, and I must say Western media, have chosen to forget. And you hardly read any stories about what goes on inside Iran and of course inside Iranian prisons,
because the Iranian regime does not allow international observers to go and inspect the horrific conditions of prisons in Iran. And so I think it is high time, as Mrs. Rajavi said, and my colleague Behzad read it in French, that the United Nations and the United Nations Security Council get involved. The UN Secretary General, from our perspective, must appoint a fact-finding delegation to go to Iran and inspect the conditions of prisoners. And certainly, there's absolutely no justification whatsoever to continue to appease the Iranian regime under whatever pretext, whether it is to arrive at some agreement about the nuclear deal or any other issue. As Mrs. Rajavi said, on the day that the Iran nuclear deal was signed on July 14, 2015, human rights must be front and center in any negotiations with the regime. Otherwise, such agreements would be to the detriment of the Iranian people. And of course, what we saw, very tragic and horrific, basically attest to the correctness of her position. The other question that we have, does this type of revelations on the part of the NCRI frighten and demoralize the regime's agents? Of course it does. As you may know, of Iran, the Iranian, whenever they have public hangings in Iran, the photos that are published, you see that the henchmen wear masks, obviously fearing that their identities would be known to the people, not only the families, but people in the neighborhood that they live in. And I think with this kind of revelation that we undertook today, showing the pictures of some 22,765 of these henchmen, I think they should think twice about continuing to commit these type of murders, because certainly, as millions of Iranians in repeated protests and demonstrations have said, including the protest last night in 7 provinces, and as we speak today in the city of Shiraz, we will never forgive and we will never forget. And these criminals must be held accountable for their crimes they have been perpetrating against the people of Iran. And most certainly, we will make sure that that happens, whether in just and free courts in a free Iran of tomorrow or at international tribunals. Since I don't have any more questions, if you don't have any questions, yes, please. Why don't we ask Behzad? Go ahead, Behzad. Oui, je me demandais juste, vous avez donc ces milliers de noms et ces photos. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez des sanctions contre ces personnes? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la communauté internationale? Et deuxième question, est-ce que vous faites un lien entre les négociations sur le nucléaire iranien et les arrestations d'étrangers ces derniers jours en Iran? Pour la première partie de votre question, bien sûr, la première chose, c'est l'impact intérieur. Comme mon collègue vient de dire, d'habitude, le régime, il implique cette répression, ou il gère, si on peut dire, cette répression par des personnes cagoulées. Je me rappelle que pour le blague, même quand on était en prison, nous les appelions les Ku Klux Klan, parce que quand nos tortionnaires ou les interrogateurs entraient, ils avaient toujours des choses bizarres sur la tête avec alors, à partir du moment où vous dévisagez, vous démasquez, et pas seulement 1, 2 ou 3 personnes, mais vous nommez 33 000 personnes et vous démasquez plus de 22 000 personnes, ça, il y a un impact important sur 2 plans. D'abord, les personnes qui sont chargées de cette répression, ils vont réfléchir 2 fois pour leur avenir, parce qu'ils voulaient toujours se garder masqués des yeux du peuple. Ils vivent dans la société iranienne. Et puis, ça va aussi encourager la population iranienne qui est aujourd'hui en colère contre eux. Il va les reconnaître, il va trouver qui sont ces tortionnaires, ces agents répressifs. Ça, c'est ce que font les gens d'une façon automatique, spontanée, dans la rue. Quand ils cherchent celui qui a tiré sur un tel, celui qui a tué son fils.
Donc ça, c'est d'abord l'impact intérieur. Bien sûr, il y a l'aspect international, c'est que bien évidemment, ces listes vont être mises à la disposition des instances concernées au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Comme vous savez, il y a donc les rapporteurs spéciaux, il y a des rapports de pays, comme le rapporteur chargé sur l'Iran, dont je viens de citer le rapport, M. Javid Rahman, mais il y a aussi des rapporteurs thématiques, par exemple, le groupe de travail pour les détentions arbitraires. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de pain sur la planche, si on peut dire, pour des groupes de travail qui sont concernés, par exemple, par la question de la détention arbitraire ou par les autorités pénitentiaires. En ce qui concerne les liens avec, disons, le nucléaire, je ne peux pas étaler ça, bien sûr, mais on peut se parler, disons, bien sûr, davantage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces négociations tiennent aussi à une situation intérieure de l'Iran. Il y a l'aspect international, il y a l'aspect intérieur. Or, on constate que cet aspect intérieur, comme je viens de dire dans le début de notre exposé, est extrêmement fragilisé. C'est-à-dire le régime, pas nous en tant qu'opposition, le régime sent une instabilité intérieure. Depuis quelques jours, vraiment, c'est une situation insurrectionnelle dans toutes les grandes provinces du sud et du sud-ouest de l'Iran. Donc, l'arrestation de ressortissants de double nationalité, voire même de ressortissants français, comme le couple qui vient d'être arrêté il y a quelques jours, comme le touriste qui était arrêté il y a plus d'un an dans le nord de la province. Regardez ce qu'on lui attribue. On dit que ce couple français qui est parti en tourisme en Iran a voulu fomenter des troubles et encourager les enseignants et ainsi faire le chaos et déstabiliser le pouvoir. Alors imaginez un pays de 85 millions d'habitants, un pouvoir qui se dit bien établi avec des forces répressives, des pastarans, autant de prisons. Il se laisse déstabiliser par le voyage d'un couple français qui a voulu passer quelques jours dans nos beaux pays, bien sûr, qui a beaucoup de paysages à visiter, mais après, bien sûr, la chute des mollahs qu'il faut aller voir. Donc ça, c'est une preuve, le moins qu'on puisse dire, une preuve de la fragilité intérieure. Un régime qui attribue ça, avant tout, il est en train de dire à la communauté des nations sa fragilité intérieure. Alors cette fragilité intérieure montre de façon tacite, de façon sous-entendue, à quoi bon de négocier avec un tel régime qui est sur le sable mouvant. Y a-t-il d'autres questions, Ali? D'accord. Oui, je vois que monsieur a une question. Je vous laisse répondre. من از طرف روزنامه اپینیون از ایتالیا سوال دارم و عذر میخوام که زبان فرانسوی صحبت نمی‌کنم. من دو تا سوال داشتم. سوال اولم در مورد اینه که این حجم از اسپایی که جمع شده، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی، یک کار بسیار بسیار عظیمیه، به خصوص در کشوری مانند ایران که در اون حکومت دیکتاتوری حکومت میکنه. اگر امکان داره کمی در مورد جمع‌آوری این اطلاعات و احتمالاً زمانی که برده تا اونجایی که براتون امکان داره اینو توضیح بدید. سوال دومم در مورد تعداد زندانیایی که در زندان‌های ایران هستند، چه زندان‌های عادی چه زندانی‌های سیاسی. با توجه به آمارهایی که از طرف خود رژیم هست، در ایران چیزی بیش از 220,000 زندانی وجود داره که این عددیه که نسبت به کشورهای غربی چیزی حدود 4 5 6 یا حتی بیشتره. اگر در مورد تعداد زندانی‌ها بتونه اطلاع بدید متشکرم میشم. ممنونم. گفتید روزنامه
opinione. The gentleman is asking questions on behalf of the Italian newspaper Opinione. The first question was, given the impressive dimension and volume of the documents that was presented today, he asked whether we, and given the difficulty of collecting such information in a country like under the mullahs of Iran, he asked whether we could talk a little bit about how all of this information, this treasure trove of information was collected. And the second question was the number of prisoners in Iran, according to official figures, in 220,000 prisoners, which is 4 or 5 times other countries relative to the population. And he asked whether we know what the actual number is. Maybe I can answer this, the easier question, which is the second one, and you answer the first one. As you might know, I will say it in English and then in Farsi. The number of prisoners in Iran, in actuality, is much more than 220,000 that the regime claims. Of course, because the regime is hides and covers up everything, it is difficult to give an exact number. But judging, for example, by the way they provided the figures on the number of fatalities in COVID-19, which was 4.5 times below the actual figure, one could easily say that the number of prisoners in Iran is probably 4 or 5 times more than what the regime is willing to admit. In terms of the number of political prisoners in Iran, I would say they are in the thousands of political prisoners. The regime just doesn't make any announcement as to the number. As you know, they say we don't have any political prisoners. We have security prisoners charged with security-related issues. And then on the second one, maybe Behzad, you want to say a few words about the process that led to the compilation of this information. Vous comprenez le français. En ce qui concerne donc la récapitulation de ces informations, bien sûr, je vous ai expliqué que c'est le réseau intérieur des Moudjahidines du peuple d'Iran qui nous le communique. Vous savez que c'est un mouvement qui est ancré à l'intérieur de la population iranienne, qu'il y a particulièrement une capacité dans ce domaine qui a déjà été démontrée. Vous savez que c'est encore le réseau de l'OMPI qui a dévoilé pour la première fois l'existence de sites nucléaires clandestins en Iran en août 2002. C'est encore dans les années plus tard que nous avons révélé les noms des listes pareilles avec des classeurs comme ça que vous voyez, de 32 000 personnes qui en Irak étaient des milices irakiens à la solde des forces côtes des Pasdaran. C'est-à-dire on a révélé comme ça des listes de 32 000 noms d'individus irakiens qui étaient payés par les Pasdaran, donc par les gardiens de la révolution en Iran, et on avait même révélé leur numéro de compte bancaire pour l'ensemble de ces 32 000. Il y a d'autres cas pareils, donc ça c'est, disons, un travail de réseau de Moudjahidines du peuple à l'intérieur. J'ignore le temps qu'ils ont consacré. Je sais que donc c'est un travail risqué, je sais qu'il y a eu même des sacrifices dans ce domaine, mais le résultat, comme vous constatez, c'est quand même un résultat qui a aussi un impact important intérieur et international. Et certainement, il y aura des répercussions parce que c'est vraiment tout récemment qu'on vient de récapituler. Donc, c'est la première fois que nous dévoilons. Bien sûr, ça va être traduit et on aura dans un processus de mise à disposition pour les instances concernées. Thank you very much. If there are no more questions, we thank you all for joining us in this important news conference. And I must say that
what we showed today, of course, is only a small part of the volumes of information that we have been able to obtain regarding the situation of Iranian prisons. Hopefully, when other parts of it become available, we will make them public as well. Thank you very much, and have a nice afternoon. Thank you.